Je pense qu'en 2022, il n'y a aucune entreprise who will blatantly discriminate. C'est simplement dire ce qui nous prend dans les tripes. En fait, vous avez le droit d'allaiter partout, tout le temps. Le bien-être au travail, ce n'est pas mettre une table de billard, une table de ping-pong, des happy hours. C'est vraiment remettre l'homme au centre de toutes les réflexions au sein des entreprises. Une marque durable, c'est une marque qui doit naître d'une conviction. Mais si elle n'est pas concrétisée dans un engagement fort, ça ne sert à rien. Avoir un monde plus inclusif, c'est aussi la façon dont on éduque un homme. C'est aussi la façon de transmettre un message aux enfants. Pour moi, être artiste, c'est un engagement. Et moi, ce que je dis aux femmes, c'est que now is the time to shine. Bienvenue dans le 2e épisode de Talk Series, un podcast réalisé à partir des tables rondes organisées par le groupe Attitude. Talk Series, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu d'échange qui interroge sur les sujets qui comptent à l'île Maurice comme ailleurs. Des sujets qui permettent à l'entreprise d'aujourd'hui de réinventer le monde de demain. Pour ce 2e épisode, nous abordons un sujet crucial, l'urgence de repenser le monde du travail. À l'heure du quiet quitting et de la grande démission, les employés, plus particulièrement ceux de la génération Z, expriment de nouvelles attentes vis-à-vis de leur emploi. On parle de quête de sens, d'équilibre vie pro-vie perso, de santé mentale, et toutes ces nouvelles attentes obligent les entreprises mauriciennes à se réinventer. À l'île Maurice, cette problématique touche tous les secteurs d'activité, et plus particulièrement le tourisme. En 2 ans, plus de 4000 personnes ont quitté leur poste dans le secteur hôtelier, un secteur qui peine aujourd'hui à recruter de nouveaux talents, alors qu'il cherche à augmenter ses effectifs de 25%. Afin de balayer toutes ces problématiques, 9 experts ont participé aux tables rondes organisées par Attitude. Ils partagent leurs constats sur le marché de l'emploi actuel et ils évoquent les solutions possibles pour relever le défi, notamment dans le secteur touristique. Sans plus tarder, on vous souhaite une bonne écoute de ce 2e épisode des Talk Series. Le marché du travail subit aujourd'hui de profondes transformations, avec les crises successives, le boom d'Internet et les attentes des nouvelles générations, les fameux Z. Mary Barnes, CEO de Meet Your Jobs, évoque l'évolution du métier de RH dans l'entreprise et elle nous explique surtout l'importance de la marque employeur pour relever les nouveaux défis de recrutement. Mon métier en tant que recruteuse, lui, a évolué dans le sens où de plus en plus de compétences sont demandées, notamment des compétences de communicant, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour attirer des talents, il faut savoir montrer une marque employeur qui est attractive, communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Donc, qui demande un skill set qui est pas forcément celui du HR, mais plutôt celui du communicant. Si on fait un petit retour en arrière historique très très rapide, avant l'ère d'Internet, le recrutement était très localisé. C'était par des annonces dans le journal, par des petites annonces chez le commerçant, etc. Il y avait peu de concurrence, une asymétrie d'information en quelque sorte, mais aussi peu d'accès à des ressources variées. L'ère d'Internet est arrivée. Il y a eu donc la possibilité pour les entreprises de poster leurs annonces d'emploi sur le web, sur des job boards, sur leur career page, etc. Pour les candidats, du coup, d'accéder à une plus grande source d'information, à une plus grande diversité de choix en termes de postes. Donc c'est là qu'est née une grande concurrence aussi dans le recrutement et qu'on a pu constater que venaient de plus en plus ces difficultés pour les recruteurs d'attirer des talents parce qu'ils étaient mis en concurrence et qu'ils devaient du coup aller plus loin que juste attendre les bras croisés que les candidatures tombent. Et on en vient aujourd'hui à ce que certains appellent un peu le recrutement 3.0 en opposition à ces 2 phases de recrutement classique, traditionnel, recrutement 2.0, recrutement 3.0 ou encore recrutement inbound recruitment qui est comme je le disais presque un métier de communicant. La tendance du recrutement aujourd'hui, c'est de vraiment dégager une marque employeur forte, ce que Attitude d'ailleurs fait très très bien, qui est de dégager les valeurs de l'entreprise à l'extérieur pour que les candidats puissent s'identifier et que ça soit plus seulement un matching entre un job et un CV, mais vraiment entre des valeurs humaines d'un candidat d'un côté et de l'entreprise de l'autre. Cette question de la marque employeur est aujourd'hui devenue cruciale pour attirer les jeunes talents. Les entreprises doivent développer leur attractivité
et refléter des valeurs en phase avec leurs attentes. Mais quelles sont réellement les attentes de cette jeune génération vis-à-vis du marché du travail ? Peut-on parler des aides de façon globale ou existe-t-il des spécificités en fonction des pays ? Nathalie Job nous en dit plus sur les aides mauriciens en se basant sur une étude réalisée par Kantar. On voit quand même une différence par rapport à un peu au narratif international. On a l'impression que tous les Gen Z sont pareils et qu'ils se ressemblent. On voit quand même que Maurice, c'est une société qui est quand même coincée entre une société à haut revenu et une société à bas revenu, et que finalement, selon les segments et les personnes, on a en fait des attentes, évidemment, et des vies différentes, et on oscille dans tout ça. Ce qui peut ressortir de cette étude, en priorité, c'était donc quand on parle des Gen Z, sont les moins de 24 ans. Tous les moins de 24 ans ne travaillent pas, d'accord. Ils sont encore pour beaucoup à l'école, donc ça c'est important de le savoir. Donc du coup, comment ils voient et comment ils perçoivent le futur travail ou la future carrière. La première chose qui est sortie de façon assez forte, c'était une envoi vers l'autonomie financière. C'est-à-dire qu'évidemment, les jeunes Z ou les zoomers, enfin on appelle comme on veut, ils vivent plus longtemps avec leurs parents, un peu comme, ça a quand même changé de génération en génération. Donc en fait, il y a une aspiration à l'indépendance, mais en même temps pas trop. Donc ils sont un peu coincés entre on est bien chez nous et on aimerait bien un peu d'indépendance financière. Donc ils cherchent à travers le travail d'aller vers ça. Donc ça, c'est vraiment important. Donc pour cela, ils vont d'abord regarder des entreprises qui, pour eux, sont des valeurs sûres, donc stables. Donc globalement, de la sécurité. Et pour cela aussi, ils sont bien, on va dire, influencés par leurs parents. Et d'ailleurs, les jeunes, globalement, se plaignent de ne pas être libres. Parce qu'en fait, à Maurice, il faut être assez clair là-dessus, les jeunes ont peu de liberté. Ils sont très gâtés et peu libres, donc en fait ils aspirent à cette liberté, mais on leur impose des carrières, la comptabilité, etc. Depuis longtemps, on leur dit qu'il faut aller vers ce genre de carrière, donc ils ont un peu du mal à s'exprimer. Donc ceux qui veulent s'exprimer, et c'est pas tous, c'est plus dur pour eux. Ça demande du courage, ça demande du travail. Un des éléments aussi importants qui est ressorti, les attentes importantes, c'est par rapport à l'équilibre. Tout à l'heure, en introduction, vous en parliez, l'équilibre vie-travail. En fait, pour les jeunes, et notamment en sortie de Covid, ça s'exprime essentiellement sur la santé mentale. Donc en fait, c'est ressorti. On s'y attendait pas d'ailleurs, parce que c'était assez étonnant. Il y a vraiment une inquiétude et un besoin de s'assurer que ma santé mentale, on la prend en compte et que je vais être bien. Si je me sens pas bien, je préfère arrêter. Et puis évidemment, le basique, c'est-à-dire que on parle beaucoup de sens. Je dirais que le sens, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et pour les personnes qui ont le plus de moyens, c'est-à-dire que au départ, on veut quand même un travail qui nous offre un salaire décent. Et quand on dit un salaire décent, quand les jeunes disent un salaire décent, c'est pas un salaire minimum. D'accord ? Et aujourd'hui, il y a aucun travail sérieux à Maurice qui a été fait pour définir c'est quoi un salaire décent. C'est pas pour rien aujourd'hui on parle du brain drain ou de la fuite des talents, parce qu'ils seraient mieux payés, parce qu'ils auraient les meilleurs Ils sont pas toujours mieux payés si on ramène ça au niveau de vie que les jeunes vont avoir, je ne sais pas, au Luxembourg ou ailleurs, mais ils sont libres. Indépendance, liberté, quête de sens au travail, voilà ce à quoi aspirent les jeunes mauriciens. Et voilà les problématiques que les RH doivent intégrer pour réussir à recruter cette jeune génération. Mais comment y parvenir concrètement ? À quel niveau agir ? Quel levier activer ? Comme le souligne Eddy Jolicoeur, cela se joue d'abord au niveau scolaire et éducatif, en formant et en orientant les jeunes vers les métiers en croissance. Le consultant RH insiste également sur la nécessité de faire évoluer les pratiques de recrutement en accordant davantage d'importance aux compétences qu'au CV. Enfin, la crise de leadership révélée par la fuite des cerveaux prouve la nécessité de développer le talent management en entreprise, une compétence indispensable pour permettre la rétention des talents. On parle très peu de carrière à Maurice.
Déjà, l'orientation de carrière, c'est inexistante et ça n'existe pas. Alors, celui qui fait son parcours éducatif, il arrive en fin de parcours et c'est là qu'il va décider s'il veut ou pas être influencé par X, Y ou Z, parents, peer pressure, etc., pour aller vers... c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Il faut qu'on repense à l'accompagnement du jeune au niveau de l'orientation de sa carrière pour qu'on puisse vraiment arriver en fin de parcours, être en adéquation avec ce que le marché recherche. Le marché du travail est un marché qualitatif, c'est pas un marché quantitatif. C'est pas le nombre de gradués, de gens qualifiés qu'on met sur le marché qui compte. C'est la qualité de ressources que l'industrie a besoin. On est dans un paradoxe, en fait. Et il y a des entreprises qui cherchent et qui trouvent pas. Et il y a un taux de chômage qui augmente. Donc, comment on explique cela? Je crois qu'il y a ce problème de la recherche du sens, etc., que les nouvelles générations. Mais il faut peut-être qu'on revoie fondamentalement notre manière de recruter, par exemple. Il y a des choses simples. Je crois que traditionnellement, par exemple, pour faire simple, on va sur un CV et le CV est considéré comme un profil. Et c'est là où on se trompe lourdement. Un CV n'est pas un profil. Un CV, c'est un document qui donne des informations écrites sur un candidat. C'est pas du tout un profil. Pour comprendre le profil du candidat, il faut aller plus loin que ce qui est écrit dans le CV. J'ai rencontré ce matin quelqu'un qui, sur le CV, il est un supply chain specialist, mais son profil, ce qu'il voudrait faire, c'est être dans dans du sustainability. Si je m'attardais sur son CV, je l'aurais jamais employé dans ce secteur-là, dans cet espace-là. Je fais un appel à mes collègues de ressources humaines. Arrêtez de regarder les CV comme étant un outil. C'est très limitatif, en fait. Alors oui, les entreprises doivent certainement revoir leurs critères de recrutement et leur façon de faire. Mais auraient-elles pu s'adapter avant? Auraient-elles pu anticiper cette situation de tension? Y avait-il des signes avant-coureurs leur permettant de mettre en place des mesures préventives? Jennifer Barbaret est Head of Business Development chez Great Place to Work Mauritius. Et pour elle, la réponse est oui. C'était prévisible, on commençait déjà... même avant cette crise sanitaire qu'on a pu connaître, avoir un changement sur le marché du travail. Alors peut-être plus particulièrement dans certains secteurs comme notamment l'IT. Après, effectivement, la crise sanitaire a, je pense, accentué cette tension-là avec les collaborateurs, les qui ont plus d'attentes, notamment on parlait de sens au travail et aussi de nouveaux modes de travail. Je pense au flexi-time, comme on peut parler, ou au work from home, ce mode de travail un peu hybride entre la présence au bureau et le travail à la maison, qui a été aussi largement accentué avec le work-life balance qui prend encore plus une part importante. Et aussi dans le contexte mauricien, mais aussi ailleurs dans le monde, des gens frileux à retourner dans des secteurs qui ont été quand même largement impactés par la crise sanitaire, comme l'hôtellerie, la restauration. C'est vrai que maintenant on sent une certaine tension dans ces secteurs-là et dans la non-stabilité par rapport à ça. Daniela Bastien, qui est la fondatrice et actuelle dirigeante de Mind On, partage le même avis. Elle souligne également l'impact du Covid sur cette tension déjà existante. Alors la tension, moi je l'ai ressentie depuis quand même, on va dire depuis 2010-2011, avec des étudiants qui faisaient un BTS et on sentait qu'ils ne savaient pas en fait qu'est-ce qu'ils voulaient faire après. Il y avait comme un flou.
Et à la fin de 2 années de BTS, beaucoup ont eu un travail, bien sûr, mais ils ont pris quand même 4 ou 5 ans avant de revenir, de savoir vraiment s'ils vont faire une licence, un master. Et après, avec le Covid, on sent comment, en fait, on parle de flexi-time, on parle de work from home, mais ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas du flexi-time, ce n'est pas du work from home dans les règles de l'art qu'on a vécu pendant les différents lockdowns. On était en train de travailler dans une situation de crise. La charge mentale était énorme, mais il fallait travailler. Donc cette tension s'est accentuée avec le retour au travail, avec aussi ce mix aller au bureau une fois par semaine. Donc on est dans une situation de tension. Maintenant, comment faire en sorte que l'élastique ne s'éclate pas? Comment faire en sorte que les tensions diminuent et que redonner, on en a parlé dans la première table ronde, comment redonner du sens en fait au travail? La tension du marché du travail est palpable chez les étudiants depuis plusieurs années. Elle l'est également dans certains secteurs d'activité spécifiques. Ashwin Pudhaut, directeur général de SD Works, nous explique comment le secteur des TIC a vécu et comment il a géré cette crise des talents. Première chose que je voulais dire, c'est que dans le secteur TIC, est-ce que c'était prévisible, cette tension? Oui, tout à fait. On l'a vu depuis plus de 10 ans, et ça s'est accentué au fil des années. Et en fait, ça nous a été bénéfique dans le secteur, dans le sens que, contrairement à d'autres secteurs économiques, le secteur TIC était bien mieux préparé à la Covid que les autres. Parce que, par exemple, chez nous, à SD Works, depuis plus d'une dizaine d'années, tout le monde est équipé avec leur laptop, leur connectivité, leur équipement à la maison. Et on avait déjà mis en place toute la flexibilité nécessaire pour que tout le monde puisse travailler n'importe où. Et pour nous, c'était pas par design, mais c'était par nécessité, parce que, par exemple, c'est pas possible dans notre secteur où on travaille avec le monde entier, que dès qu'il pleuve ou il y a une pluie torrentielle, c'est jour de congé. Donc, ça fonctionne pas pour nous. Donc, on était très bien préparés. Prévoir, se préparer, tel est le secret pour limiter les effets néfastes de la conjoncture. Pour Daniela Bastien, les capacités d'analyse du marché, d'anticipation et d'adaptation sont d'ailleurs des compétences indispensables dès lors qu'on est à la tête d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est diriger? Diriger, c'est prévoir. On a vécu, peut-être on n'a pas senti la pression à Maurice d'un point de vue managérial, on n'a pas senti la pression, par exemple, de 2008, quand il y a la crise financière. Or, dans les autres pays, on a senti cette pression sur les entreprises, et depuis 2008-2009, il y a eu un réagencement en fait dans les pratiques managériales, dans la manière de recruter, dans le bien-être au travail. Et c'est à cette même époque que de la discipline de la psychologie positive est sorti le Happiness Studies. Diriger, c'est prévoir. Et une des premières qualités de leader, le leadership, c'est d'envisager la théorie des extrêmes, le pire. À quoi les entreprises mauriciennes doivent-elles s'attendre? Cette tension du marché du travail va-t-elle s'atténuer? Nathalie Job évoque quelques chiffres qui aident à se projeter. À Maurice, il y a 170 000 âgés de 10 ans à 19 ans, et âgés de 0 à 10 ans, il y en a 130 000. Donc ça veut dire que dans 10 ans, on aura déjà 60 000 personnes qui manquent. Alors il y a évidemment des réservoirs dont on parlait tout à l'heure, les problèmes d'éducation, des gens qui sont évidemment mis sur le bas-côté. Et là, je pense que je lui dirais, continue ton travail social, comme les hôtels le font. Parce que là, il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui ont des vraies attentes et qui vont rester là et que faites votre travail, humainement, et c'est pas un travail qui est fait par l'État, donc avec une petite aide quand même. Donc aller vers, dépendant des emplois,
Là, il y a un réservoir. Il n'est pas énorme, mais il y a un réservoir. Gardez bien ce que vous avez. Je vous dirais, avant de recruter, gardez les gens que vous avez. Employez des femmes. Parce que c'est ça aussi le problème, hein. On les met pas au bon poste, donc elles sont pas représentées dans le top. Donc commencez à les faire monter, et puis vous aurez plus de femmes qui vont rester, et puis vous aurez un petit peu plus de monde. Une fois les difficultés de recrutement anticipées, il est indispensable pour les entreprises d'instaurer des modes de fonctionnement pérennes avec leurs employés. Les questions d'inclusion, de fidélisation et d'épanouissement au travail sont donc centrales. Ashwin Pudaruts, directeur général de SD-Works, nous explique comment il a réussi à créer une culture d'entreprise partagée par tous. John Lennon disait, "When I was 5 years old, my teacher gave me an assignment and asked me, what would I like to be in life? And I said, happy." That was his assignment. The teacher said, "You didn't understand the assignment." And John Lennon told the teacher, "You don't understand life." Et donc, happiness, oui, c'est fondamental. Et pour moi, happiness est aussi fondamental when we think of the organization. Donc, je posais la question, en fait, à certains amis et collègues. C'est quoi SD-Works? Et les termes qu'ils utilisent pour décrire SD-Works sont notés ici. Ils parlent de transparence, fun, respect mutuel, égalité, équité, convivialité, bien-être. Et pour moi, le employer brand de SD-Works est vraiment autour de tout cela. It's really about not the employee, about the colleagues. Pour moi, il n'y a pas d'employé. Nous sommes une équipe. We are one team with one objective, which is not to make good business, not to be successful as a company, but with the objective to create success beyond what our colleagues believe is possible for themselves in their life. Because if we take care of their success in life, they take care of everything else and of the business. Employer brand, I think this is what we stand for. We stand for doing the right thing for everyone, who are above all human beings, not employees in any way. Et quand les nouvelles recrues se joignent à nous, ce que je leur dis, c'est always remember that from now on, you don't work for SD-Works. You are SD-Works. The culture that you want to live, what you want to experience when you come to the office, is what you give to the others. So let's do this all together. Comme l'exprime Ashwin, la culture d'entreprise constitue la clé de voûte des problématiques de recrutement et de rétention des talents. On comprend dans ses propos l'importance du collectif et du vivre ensemble. Si l'on va encore plus loin, on peut se poser la question du rôle que l'entreprise doit jouer dans le bonheur individuel. C'est en tant qu'ancienne happiness manager que Daniela Bastien nous expose son avis sur le sujet. Le bonheur, c'est quelque chose de tellement intime et personnel. Et on ne peut pas assurer le bonheur de chaque individu dans l'entreprise. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est réunir des conditions au sein de l'entreprise pour que qu'il y ait une qualité de vie. J'ai été happiness manager pendant au moins 2 ans et demi et j'ai presque exclusivement travaillé avec les managers et le middle management. Souvent, quand on parle de bonheur au travail, on se dit que voilà, tous ceux qui sont dans cette pyramide, dans l'organigramme plus bas, il faut travailler pour eux. Or, il s'avère que c'est à la tête qu'il faut changer. La prise de parole au sein des organisations. Qui peut prendre la parole? Est-ce que la personne qui va prendre la parole, il sait prendre la parole? Souvent, quand on parle au sein des organisations, on prend la parole, c'est pour critiquer. C'est pour dire on n'est pas content. Est-ce qu'il sait prendre la parole? Dans quelle langue il va prendre la parole?
Est-ce que dans une réunion, il va être obligé de parler en anglais ou en français, ou est-ce qu'il peut parler dans sa langue maternelle? Donc la question de bien-être, c'est de par ma formation d'anthropologue, la question de bien-être au travail est liée intrinsèquement à l'identité, à la capacité d'une personne à se sentir bien. L'entreprise est comme une tribu. Il y a des codes à respecter au sein des entreprises. Donc, le bien-être, le bonheur, la qualité de vie au travail, ça commence avec ceux qui distribuent la parole. Ça commence avec ceux qui vont accorder de la place à la parole de tout un chacun et s'assurer que ceux qui prennent la parole savent le faire. Et c'est là, en fait, où on parle de ce fameux terme, l'intelligence collective. C'est quand il y a cette intelligence collective et quand chacun se sent bien dans sa prise de parole, dans la langue, où il a développé sa capacité de penser dans une langue et qu'il arrive à parler et à s'exprimer. Et le bien-être au travail, ce n'est pas mettre une table de billard, une table de ping-pong, des happy hours au sein des entreprises. C'est vraiment remettre l'homme au centre de toutes les réflexions au sein des entreprises. Et ça, ce n'est pas avec des mesures cosmétiques. On ne peut pas s'assurer du bonheur parce que ça vient de l'intérieur. C'est une transition interne que l'on fait, c'est un choix que l'on fait de travailler avec les autres. Au travers des témoignages de Daniela et d'Ashwin, nous avons découvert des solutions qui permettent aux entreprises de créer des environnements propices à des relations de travail épanouissantes. Mais comment le faire savoir en dehors de l'entreprise ? Comment faire connaître ses engagements et sa culture à des talents extérieurs? Jennifer Barbaret nous explique comment des labels tels que Great Place to Work peuvent contribuer au rayonnement de l'entreprise. Déjà, en premier lieu, ça permet de reconnaître une entreprise, de venir mettre en lumière toutes les belles choses qui sont faites dans ces entreprises-là, qui peuvent être avant-gardistes comme potentiellement SD Works, avec cette flexibilité du travail qui existe déjà depuis qu'on travaille ensemble depuis 2016, je dirais, de mémoire. Donc voilà, ça permet de reconnaître toutes ces choses-là. Ça va permettre aussi du coup de mettre en valeur votre expérience collaborateur, de reconnaître les collaborateurs qui en font partie, mais aussi en termes d'impact, ça va permettre alors je parle de la certification Great Place to Work évidemment, mais grâce au projet Great Place to Work de venir identifier les forces qui sont présentes dans votre culture d'entreprise, dans vos pratiques managériales, dans l'expérience collaborateur, et ensuite aussi de venir pointer du doigt les petites zones d'ombre, les thématiques sur lesquelles on va avoir besoin de s'améliorer. Et du coup, voilà, dans cette inclusion qui est très forte chez Great Place to Work et dans nos projets, ça permet de construire avec les collaborateurs, d'améliorer cette expérience et ces pratiques RH, ces pratiques managériales, en incluant toutes les parties prenantes de l'entreprise, quel que soit leur genre, leur âge, leur ancienneté, leur statut hiérarchique dans l'entreprise. C'est vraiment de prendre tout le monde. Ça va aussi avoir un impact en termes de rétention des talents. Parce que forcément, les collaborateurs sont impliqués, sont en confiance dans l'entreprise, sont dans un terrain favorable à donner le meilleur d'eux-mêmes et à s'investir. Donc on va avoir cette rétention des talents qui sera mise en avant. Et aussi, forcément, ça aura un impact aussi dans l'attractivité des talents. La certification, le label, apporte une certaine stabilité et crédibilité à ce qui peut être mis en avant par les entreprises en termes de culture, de mindset dans l'entreprise quand on est dans une campagne de recrutement ou dans un onboarding. Voilà, ça assied la crédibilité par rapport à tout ce qui peut être expliqué aux collaborateurs. Quête de sens au travail, crise du leadership, mismatch entre les offres et les demandes d'emploi, phénomène de grande démission, le marché du travail connaît aujourd'hui un profond bouleversement. On le constate à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle locale. À l'île Maurice, cette crise se manifeste également de façon plus spécifique dans certains secteurs. C'est notamment le cas de l'hôtellerie,
qui a perdu environ 4000 collaborateurs en 2020 et 2021 et qui dispose aujourd'hui de 1500 postes à pourvoir. Alors comment expliquer cette pénurie et ce problème d'attractivité du secteur touristique? Robin Nonko est professeur associé à l'Université de Maurice. Il nous rappelle les éléments de contexte à prendre en compte pour bien appréhender ce sujet. The whole debate we are having today, I think it's really important that we contextualize it. Why are we having this debate? And to me, there are three broad elements that we need to take into account to be able to situate the debate, to be able to understand the importance of this debate. The first one relates to the traditional challenges the hospitality and tourism industry has, and I'm going to expand on that in a minute. The second one is generational changes taking place in the workforce, Adila. And the third one, which is very recent, is the pandemic. Okay, we had the financial crisis before, and now we have the pandemic. Those three challenges, they are very much intrinsically linked to each other. Okay, when we talk about the traditional challenges of the tourism industry, it includes long working hours, lack of career path, unhospitable environment very often, low pay, and it's very often perceived to be vocational. Okay, not kind of a white-collar job if you're saying you're working in the tourism industry. And this is the perception which is obviously has had a very long tradition. The second one is generational change. The biggest challenge we face at the moment is that most hospitality or any organization in the world, this is the time where you have four generations working together. The baby boomer, Generation X, Generation Y, and the Generation Z. So when you start talking about generational issues in any organization, you start having work conflict. The values differ. The culture differ. I think how for Generation Z, for example, the value compatibility, their own value should be compatible with the value of the organization. So they have totally different expectation. And the question we need to be asking ourselves is, are the organization ready to meet those challenges? Are they ready to meet the expectation of the Generation Z? And Generation Z, they are roughly now between 10 to 27 years of age. And finally, the third one is the pandemic. And the reason I say those three challenges are very much interlinked, because with the pandemic, the new generation, they've seen people, their families, their parents, their close ones losing jobs. They've seen hospitality organization closing down. They've seen small and medium enterprises closing down. So for them, that has reinforced the perception that the industry is very vulnerable. Okay, so as a potential employee, why should I work in an organization where I will be at risk? Les spécificités du secteur touristique, l'arrivée de la génération Z sur le marché du travail et le Covid sont donc trois éléments majeurs à intégrer pour comprendre les difficultés actuelles du secteur en matière de recrutement. Si on fait un focus sur cette fameuse génération Z, on constate que leurs attentes et leurs besoins par rapport au travail ont fortement évolué par rapport aux générations précédentes. C'est ce qu'évoque Sen Ramsamy, le directeur général de la Tourism Business Intelligence. Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Il y a l'aspect main-d'œuvre. En ce moment, il y a un manque de main-d'œuvre dans le secteur. Mais il y a aussi un autre aspect par rapport à la main-d'œuvre. Avant, il y avait la révolution industrielle, où les gens travaillaient, mais ils avaient une obligation de travailler. Forcément, parce que c'était pour la survie. They had no choice. Il fallait travailler. Après, on a eu la révolution de l'information. Cette génération a eu beaucoup d'informations. Ils ont pu refaire leur vie mieux que ce que leurs parents avaient fait. Ils cherchaient a better standard of living. Après, leurs enfants, à eux, donc la nouvelle génération, ils ne cherchent pas la survie. Ça a été déjà taken care of par les grands-parents. Ils ne cherchent pas non plus des standards of living, parce que leurs parents ont déjà créé les conditions pour a good standard of living. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent, cette génération aujourd'hui? C'est plutôt, c'est ce que j'appelle la révolution sociale. Enfin, on appelle cela la révolution sociale. They are looking for quality of life. Mais c'est quoi quality of life? C'est quality of the work environment,
quality of the conditions of work, quality of experience que ces nouveaux employés recherchent. Donc je crois que là, l'employeur n'a pas évolué par rapport à cette nouvelle tendance dans le métier, en général dans tous les métiers. Donc je crois que là, il y a un travail à faire. Je connais des grands groupes où des jeunes viennent travailler et qui travaillent dur. Et il y a une fille qui habite tout près de chez moi. À 5 heures du matin, elle était sur la route. Attendre le transport pour l'emmener à l'hôtel. 5 heures du matin et il pleuvait à Curepipe. Il fait froid. Je voyais cette fille, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. En uniforme, sur la route, 5 heures du matin. Et plus tard, quand je l'ai rencontrée, je demande, mais pourquoi tu étais là ce matin? Non, je vais travailler. Comme quoi? Employé ou stagiaire? Stagiaire. Ah, ok, d'accord. Et combien tu as pour ça? 0. À la fin du mois, 0 sous. Il y a une fille qui a travaillé pendant 5 ans comme stagiaire dans un hôtel. Not a single cent. Pourquoi? Parce que tu sais, tu es stagiaire, de toute façon, tu apprends. Vous croyez que ce jeune serait intéressé à travailler pour ce genre de groupe demain, quand il aurait déjà eu son diplôme final? Non. Alors comment agir concrètement? Quelles sont les pistes à explorer du côté des hôteliers? Que faut-il mettre en œuvre pour attirer la génération Z? Kanen Pakiri-Poulet est DRH au sein du groupe Attitude. Il nous explique les répercussions du Covid sur l'activité du groupe et évoque les pistes explorées par Attitude pour changer la donne. Tout le monde est en train de se plaindre de ne pas pouvoir recruter pour manque de staff. Donc si on veut attirer, il faut bouger les lignes, il faut changer la donne et il faut toucher et bouger des leviers qu'on n'a pas fait auparavant. Je pense que l'hôtellerie est un des piliers économiques de Maurice et allons dire c'est un secteur pour les passionnés, mais c'est aussi un secteur très exigeant. C'est difficile, c'est challenging, mais c'est aussi passionnant. Donc l'hôtellerie, à un moment donné, il faut repenser parce que c'est exigeant, mais c'est quelque chose aussi qu'il faut arriver à gérer, cette exigence-là, et de sorte qu'on puisse vraiment travailler sur un modèle qui attire les jeunes. Travailler sur un modèle que je fais référence à un work-life balance, ça a été dit, mais le work-life balance, il faut le faire sortir du mythe et passer à la réalité. Et comment le faire, c'est une bonne question à se poser. Et aussi, à un moment donné, il y a des gens qui cherchent le work-life balance, mais n'oublie pas que l'hôtellerie est aussi un endroit où on a des gens qui ont fait 20 ans, 25 ans, 30 ans de métier. Et eux, ils sont toujours là. Et il faut aussi prendre soin d'eux. Donc, le plus important, c'est pouvoir créer un espace où on peut accommoder les deux et donner cette liberté de choix, de choisir est-ce qu'on veut du work-life balance ou on veut travailler plus. Et chez Attitude, comment cela se passe-t-il? Le Covid est venu démontrer comment ce secteur est vulnérable, que c'est un des secteurs les plus affectés après l'aviation. Le Covid a amené le confinement. On ne savait pas ce mot-là auparavant, très vaguement. Mais le confinement a fait du mal, mais ça a aussi fait du bien. À mon avis, le confinement a créé des changements importants chez nous. Ça a été une prise de conscience, si vous voulez, sur l'importance de rapprochement qui a tissé des liens plus profonds avec nos proches. On a déjà pris conscience qu'il faut bouger des leviers qu'on n'avait pas fait auparavant. Ceci dit, Attitude est déjà un groupe fortement ancré localement et le groupe est guidé maintenant par sa raison d'être. Sa raison d'être qui est Attitude engagée pour un tourisme à l'impact positif à travers protection de l'environnement, soutenir l'économie locale et accompagnement de la communauté locale. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qui veut dire que si quelqu'un veut travailler pour Attitude aujourd'hui, travailler Attitude, c'est synonyme de faire un travail qui a du sens. Deuxièmement, comment on arrive à mettre une meilleure qualité de vie?
Attitude et aussi Great Place to Work depuis 2017, mais ça ne nous empêche pas maintenant de dire comment on peut mieux faire. On le fera à 2 niveaux, à mon avis. C'est comment on peut changer le mode de travail, souvent pointé du doigt. Donc, comment on peut changer la structure même de travailler dans l'hôtellerie. Et deuxièmement, c'est une prise de conscience. Quand on parle du wellness de l'employé, on parle du wellness physique et mental. Donc, physique, c'est bien, il y a des visites des médecins. Et mental, Attitude, on a décidé de dire, on va pousser un peu cette réflexion-là, parce que la santé mentale est hyper importante. Comment gérer ses émotions est crucial. Et aujourd'hui, on s'apprête à s'engager avec un wellness spécialiste au service de nos family members, justement, pour montrer que le well-being, comme tu dis, on peut l'intégrer dans le travail même. Il faut essayer de réfléchir comment on peut attirer d'autres profils qui ont 0 d'expérience, d'autres profils peut-être qui ont de l'expérience dans d'autres secteurs, mais qui ne peuvent pas venir travailler dans l'hôtellerie parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Mais à travers notre Attitude Academy aujourd'hui, on peut faire cette remise à niveau et qu'ils puissent emboîter une carrière hôtelière. Donc ça, pour nous, c'est super important parce qu'avant, on n'avait pas cette capacité-là et aujourd'hui, on peut le faire en interne. Il faut être honnête, comme je t'ai dit, il ne faut pas nous voiler la face non plus. L'hôtellerie était parfois trop considérée stricte en termes de grooming. Or, on écarte déjà pas mal de gens, des future employees, au départ même. Et le monde a beaucoup changé. Je pense ce qui nous choque auparavant nous choque moins en 2022. Peut-être certains des family members d'Attitude sont pas au courant, mais Attitude s'est déjà engagé aujourd'hui pour faire des changements en disant que le grooming, peut-être les tatouages, les piercings, les longs cheveux chez les garçons choquent moins le client actuel. Et d'avoir un monde inclusif, même en tant que gender, avoir le même règle de grooming pour les garçons et pour les filles. L'enjeu du secteur, c'est donc de construire l'hôtellerie de demain. Mais comment y parvenir dans ce contexte ? Pour Kanen, il faut repenser le mode de travail en le restructurant et en misant sur les talents locaux. Pour Robin & Co, 2 orientations doivent être travaillées conjointement. Il y a d'une part les challenges de recrutement, et de l'autre, un challenge de taille, la nécessité de repositionner l'image de l'île Maurice en tant que destination. I think that the big problem when we talk about Mauritius are the destination. Okay, Mauritius is marketed at the 3S mainly, okay, by the government authorities, but Mauritius is more than that. Mauritius is the culture. I recently had a friend who visited me from the US. He's a professor in one of the leading US universities. He was previously the Prime Minister of Aruba. And he does a lot of research in all the island economies. He visited all islands. The only island he traveled to, the last one was Mauritius. But when he came to Mauritius, he said to me, Robin, when I read about Mauritius on the net, on the MTPA website, I thought Mauritius was only about the 3S. But he said to me when he visited Mauritius, he saw people of different culture working in saris, in churidar, different kind of dresses, churches on one side of the road, mosque on the other side of the road. He said, but Mauritius is beyond what is marketed on the net. Okay, and this is why I think Mauritius loses its competitiveness when we compare ourselves to Maldives and Seychelles, because the new tourists now, they look for what I usually call edutainment. Previously, the old tourists, they were traveling for entertainment. You travel to have fun. But the new tourists now, they travel for edutainment. The edutainment comes from the education part. They look for a destination, they travel to destination where they can educate themselves. And how do you educate themselves is by educating, by learning about the culture, the history, the heritage, the gastronomy of the place, which unfortunately Mauritius is not marketed properly. We're talking about marketing an experience, and that doesn't mean having a website where you say these are the different elements. It needs to be marketed properly from an experiential perspective. So I think one of the future of tourism depends on how far we redefine the tourism product. The second element is the human resource challenges we face. There's one thing that we all need to understand. The challenges of the tourism industry has always existed.
Since the birth of the tourism industry was known to be vulnerable, was known to be unsociable in terms of working hours, was known to be lacking career path. But why is it only today that we are facing the labor force problem? And I think that's a generational problem. As a destination, as organization, as any organization, and this is a global phenomenon, we do not understand the needs and aspiration of the new generation. We do not understand how far their values are different to the types of employees we've already catered for. So our human resource management system has to evolve, has to take into account, the expectation, the needs, the values of the new generation. And this is where I think there's a big gap. We need to redefine organization, but before that, I think we need research is understanding what are the new generations looking for. And I think that gaps need to be understood by all human resource managers and adapt the human resource management system accordingly. C'est ainsi que s'achève le 2e épisode des Talk Series consacré au futur du travail. Encore une fois, nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants de cette table ronde qui sont venus enrichir la réflexion avec leurs analyses, leurs expertises et leur retour d'expérience. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser vos petites étoiles, vos commentaires et surtout à vous abonner pour ne pas rater les suivants. Ce podcast vous est proposé par Attitude Hotel. Il a été conçu par Fleur Chrétien et réalisé par Monkey Sound Studio.